Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 49 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes le vendredi 13 septembre 2024 et nous enregistrons un peu avant 9 heures. Alors aujourd'hui, on a un programme qui est extrêmement chargé. On va parler de trois points intéressants. On va commencer par revenir sur le débat Harris-Trump de la nuit de mardi à mercredi, puisqu'on en avait parlé dans le bulletin de mardi matin. Ensuite, bien sûr, on parlera longuement de la situation en Ukraine et autour de la guerre entre la Russie, l'Ukraine et ses soutiens. Et on terminera, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, par un point sur la situation au Proche-Orient. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le débat de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Kamala Harris, contrairement à ce que certains pouvaient craindre, Kamala Harris a limité la casse, pourrait-on dire. Elle a été assez prudente, elle a beaucoup, je vais dire, tourner autour du pot plutôt que de rentrer en profondeur dans les sujets. Mais de toute façon, dans ce genre de débat aux États-Unis, on sait très bien que on est plutôt dans une espèce de duel pour faire de l'audience que pour aborder en profondeur les questions les plus importantes. C'est très rare qu'on arrive à un véritable débat du niveau des débats présidentiels qu'on avait en France, nous, dans les années 70, pourrait-on comparer. Et donc, on peut la féliciter d'avoir été capable d'éviter le pire. Voilà, parce que c'était ça que tout le monde craignait, c'est qu'elle se prenne les pieds dans le tapis lourdement et que malheureusement, ça fasse encore un effet pervers, comme ça avait été le cas pour Joe Biden en juin dernier. Alors, ce qui est le plus intéressant, bon, c'est qu'effectivement, elle a été capable d'éviter le pire. Mais alors, ce qui est le plus intéressant pour nous en Europe occidentale, c'est la façon dont nos super journalistes, super experts ont apprécié la situation. C'est-à-dire que là, pour eux, elle avait écrasé Donald Trump. C'était, ça y est, c'est bon. Elle est vraiment dans ses habits de candidate. Bon, déjà, faut pas oublier, elle est vice-présidente des États-Unis, donc elle est quand même censé avoir une certaine prestance et avoir une capacité à assumer ses fonctions et connaître ses dossiers. Donc faut pas en faire des caisses autour de quelque chose qui de toute façon lui incombe dans ses responsabilités, puisque elle aussi a été élue sur le ticket avec Joe Biden, le ticket démocrate de la dernière présidentielle. Donc la voir être capable de faire quelque chose, ben mon Dieu, oui, heureusement, j'ai envie de dire. Mais donc nos journalistes ici, moi j'ai regardé avec délectation le journal d'LCI-LCU le mercredi midi, là c'était l'extase, la une des journaux, les gens de Libération, ça y est, c'est bon, elle a gagné. Alors je les invite à la plus grande prudence aujourd'hui, parce que les réseaux n'oublient rien. Et donc on verra bien ce qui va se passer en novembre prochain, parce que je pense que même si elle a été prudente, la façon dont les Américains peuvent la percevoir et peuvent percevoir ses capacités à faire quelque chose reste tout à fait limitée. J'en profite. L'un d'entre vous nous a interpellé en ce qui concerne l'appréciation qu'on avait des sondages. Alors effectivement, la façon dont les statisticiens prennent des échantillons sur les populations, et je le sais en tant qu'historien, normalement ça fonctionne et normalement c'est des échantillons représentatifs. Maintenant, ce qu'ils font de ces sondages, la façon dont les questions sont posées, la façon dont les questions peuvent être biaisées, la façon dont les électeurs, on l'a vu en France ici en 2002, peuvent éviter de répondre la réponse sincère qui est dans le fond de leur cœur quant à leur vote. On sait très bien depuis 2002 notamment. Moi personnellement, j'ai jamais cru les instituts de sondage, donc c'est pas demain que je vais me mettre à y croire. Quand ici j'en fais état, c'est parce que je partage une information qui est partagé ailleurs avec d'autres médias. Ça permet aux gens d'avoir des échelles des fois de comparaison. Donc oui, effectivement, la façon dont travaillent les statisticiens normalement pour créer des échantillons, elle est sérieuse. Maintenant, ce qu'on fait des sondages, excusez-moi, mais là, ça n'est pas du tout sérieux à mon goût. Voilà. Et l'histoire l'a prouvé.
l'histoire politique récente l'a prouvé. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. On a dans la balance l'idée qui est un deuxième débat, on verra bien dans quelle mesure, parce que là ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que c'est des débats qui sont vraiment, il n'y a pas de public, les candidats donc là ne se sont absolument pas regardés, en tout cas Kamala Harris regardait parfois Trump ne l'a jamais regardé, il l'a complètement ignoré. On a bien sûr eu le droit aux échanges de noms d'oiseaux comme d'habitude, parce que ça c'est le niveau, je le disais, de la politique américaine, hein, c'est le grand spectacle. S'il n'y a pas ça, c'est comme dans un match de catch, s'il n'y a pas certaines cascades, ça va pas. Donc là, on est à ce niveau-là, ne l'oublions pas. De toute façon, nous en France, on est arrivé, on se souvient du premier débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2017, ça volait déjà pas très haut. Et je pense qu'on va continuer de s'affaisser sur cette même tendance qu'aux États-Unis, comme d'habitude. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Je pense que, comme je l'expliquais, les électeurs qui se sont ralliés à Trump via leur candidat de cœur, Tulsi Gabbard ou Robert Kennedy Jr. feront la différence en faveur de Donald Trump en novembre prochain. Voilà, reste à savoir maintenant ce qu'il adviendra s'il emporte les suffrages, alors non pas du peuple américain mais des grands électeurs. On verra comment le camp d'en face acceptera ou non son éventuelle victoire. Vous le savez, je suis persuadé que ce pays, de toute façon, va sombrer dans les années, et peut-être malheureusement dans les mois qui viennent, à cause de tout ça, dans la guerre civile. Alors, avant d'aborder le sujet du front ukrainien et de la guerre en Ukraine, je tiens à vous remercier tout de suite pour votre fidélité, puisque nous avons franchi la barre symbolique des 10 000 abonnés. Voilà. Alors ça va nous apporter, semble-t-il, des revenus publicitaires plus importants. Hein, ça nous permettra donc d'améliorer la qualité de notre travail et puis de poursuivre notre développement, notamment en acquisition d'ouvrages et en abonnement à des sites internet de géopolitique ou d'affaires militaires ou de diplomatie. Donc merci de votre fidélité. Continuez de partager toutes nos publications, bien sûr les vidéos, mais tout ce que nous publions ailleurs. Je vous rappelle que nous avons un blog, je vous rappelle que nous avons un compte Telegram, nous avons mon compte X, Tercios del Sol, qui permet aussi de récupérer parfois des reposts, enfin ce qu'on appelait autrefois des retweets d'autres personnes que je suis et qui produisent du contenu intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes ces plateformes. Et puis comme je l'expliquais mardi, nous avons créé une plateforme Patreon. Nous avons mis en test sur Patreon des vidéos payantes parce que nous allons utiliser cette plateforme pour partager notamment les vidéos de combat que nous ne pouvions plus partager sans prendre de risques sur YouTube. Donc si vous voulez voir, et bien sûr des vidéos, alors là on a mis une vidéo qui était en rapport avec un article qu'on avait traduit sur Veille Stratégique, mais on passera des vidéos avec une analyse de ce que vous voyez à l'image, hein. Ce ne sera pas juste on vous balance la vidéo brute, on mettra des vidéos avec des montages, des combats, notamment en Ukraine, hein, mais pas que en Ukraine, pour que vous puissiez avoir une analyse plus militaire de certaines situations pour mieux comprendre les tactiques qui sont employées sur le terrain. Et puis en termes de bonus, pour ceux qui vont s'abonner, hein, on a mis un petit abonnement de soutien à 5 € par mois, on en a mis un autre, enfin un abonnement normal, pardon, à 5 € par mois, on en a mis un autre de soutien à 20 €, on verra éventuellement en mettre un de bienfaiteur à 50 € par mois pour ceux qui ont les moyens, et on vous offrira également des émissions complémentaires, notamment une émission, on a décidé ça dans l'intervalle, une émission sur les forces armées iraniennes avant celle sur les forces armées américaines, et elle sera en ligne vraisemblablement la dernière semaine de novembre, uniquement sur Patreon, et on réfléchit à la façon dont à partir de janvier sur cette plateforme on pourra vous offrir une conférence privée pour ceux qui sont abonnés une fois par mois pendant 1 heure, une discussion ouverte avec votre serviteur. Voilà. Alors maintenant on va passer au front en Ukraine. Alors là accrochez-vous, il y en a pour un petit moment, hein.
Si ce sujet-là vous intéresse pas, vous pouvez passer votre chemin. Alors on va d'abord commencer par ce qui s'est passé en périphérie de la ligne de front et des combats, puisqu'on a eu des attaques dirigées sur les aérodromes de la région de Mourmansk, hein. Vous voyez, on vous a fait une belle petite carte pour vous montrer où se trouve Mourmansk, pour ceux qui savent pas, hein, c'est tout au nord de la Russie, à une centaine de kilomètres de la frontière finlandaise et norvégienne. Enfin surtout norvégienne, un petit peu plus pour la frontière finlandaise. C'est alors il y a des aéroports militaires, des aérodromes militaires sur lesquels les Russes entretiennent des forces stratégiques, hein. Et vous avez également la base navale de Mourmansk, qui elle est un peu plus connue pour ceux qui sont amateurs d'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est dans ce port que débarquait une partie de l'aide anglo-américaine par les fameux convois qui venaient d'Angleterre pour amener des chars, des pièces d'artillerie à l'Union soviétique, du ravitaillement, des munitions, etc. Voilà. Et donc, on a aussi des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont stationnés à Mourmansk. Et donc, on voit que les Ukrainiens ou leurs soutiens ont été en capacité d'envoyer des drones jusque là-bas. Alors bien évidemment, ils sont pas partis d'Ukraine, hein, et il faut s'interroger sur la complicité de la Finlande, de la Norvège, pour permettre à ce genre d'opération d'avoir lieu, hein. C'est tout à fait stupéfiant d'imaginer que des services de sécurité probablement britanniques, hein, ces pays sont toujours très en lien avec les Britanniques, ont été capables d'aller là-bas pour mener ce genre d'opération, hein. C'est assez spectaculaire. Alors on a eu ça, on a eu également une attaque sur donc une usine dans le secteur de Omsk, hein, donc à plus de 2500 km du front ukrainien. Donc là encore, on pense qu'il s'agit d'attaques de drones. Alors, sont-ils partis de la ligne de front? On sait que les Ukrainiens ont été capables de modifier des appareils, des petits avions civils, et de les transformer donc en avions sans pilote, donc en drones, pour les jeter sur des points assez éloignés du front. Donc, est-ce que c'est ce genre d'engin qui a été utilisé? En tout cas, donc, on a une usine qui a été touché dans le secteur de Omsk. On a eu parallèlement à ça une attaque sur une plateforme de forage de gaz en mer Noire. Alors là, ça a été dans la continuité des opérations que mènent les Ukrainiens en mer Noire, hein, avec des bateaux rapides. Il y en a 8 qui ont été coulés et les autres ont fait demi-tour sans pouvoir atteindre la plateforme. Ils ont abandonné donc leurs camarades morts ou blessés à la mer, hein. Voilà. Et par contre, ce qu'il faut signaler, c'est que côté russe, cette opération, alors la plateforme est intacte, mais les Russes ont perdu dans l'histoire un Sukhoi 30 qui a été touché par probablement un Stinger, je pense, hein, qui était à bord des navires, enfin des petits bateaux rapides ukrainiens. Voilà. Donc cumulé à ça, l'annonce non officielle, mais dont tout le monde parle, d'autorisation anglo-américaine et occidentale de frapper la Russie dans la profondeur, hein, donc jusqu'à environ 300 km du front par l'armée ukrainienne. Il y a un risque effectivement que les choses s'enveniment de plus en plus. Ça correspond bien sûr à ce qu'on disait l'autre jour, hein, la semaine dernière, sur le fait que les Russes sont en train donc de modifier leur doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, avec l'idée éventuellement de frapper les premiers si ce genre de choses peuvent se dérouler, parce que si vous frappez avec des missiles de croisière longue portée, voire demain, puisqu'on nous dit que les Ukrainiens travailleraient éventuellement peut-être sur des missiles de niveau balistique. Alors ça, c'est, je pense, beaucoup de propagande, hein. Il y a très peu de chances, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. De toute façon, si tout ça se met en place et menace de plus en plus les intérêts vitaux là de la Russie, on peut effectivement imaginer que ce sera une première frappe nucléaire sans que les Russes aient été attaqués par une arme nucléaire de leur côté. Voilà. Et tout ça se cumule, hein, parce que tout ça, ça a un effet cumulatif au niveau des annonces. Alors les États-Unis remettent
quelques dollars sur la table, hein, plus de 700 millions de dollars d'aide humanitaire et énergétique pour essayer de réparer ce qui peut être éventuellement réparé avant l'hiver en Ukraine, parce que vous le savez, les derniers bombardements menés par les Iskander et autres missiles russes ont achevé ou quasiment achevé le système énergétique ukrainien. Et puis on a les Britanniques qui eux sont là et qui annoncent la livraison d'au moins une centaine de missiles Storm Shadows sur les mois qui viennent. On voit bien que, comme je le disais, par rapport à ce qui s'est peut-être donc passé à Mourmansk, non pas le fait qu'il y ait eu une attaque, hein, mais ceux qui l'ont organisé, qui l'ont soutenu, que les Britanniques sont à la pointe. Des gens me disaient l'autre jour, vous parlez pas souvent des Britanniques. Si, vous inquiétez pas, regardez les épisodes précédents. On n'a pas oublié de leur tailler des croupières à eux et en particulier à Boris Johnson sur sa responsabilité en mars 2022 sur la poursuite du conflit. Et donc là, vraisemblablement, on voit que les Britanniques sont à la pointe de ce qui se fait pour, encore une fois, remettre le couvert contre les Russes. Hein, on l'a expliqué il y a déjà un bon moment. Les gens qui haïssent le plus la Russie dans ce conflit, ce ne sont pas forcément les Ukrainiens, c'est la Grande-Bretagne. Je rappelle le discours de Boris Johnson aux communes le 24 février 2022 au soir, c'était complètement hystérique. On était dans quelque chose qui était du niveau des discours qui étaient prononcés donc maintenant il y a plus de 160 ans avant au moment de la guerre de Crimée, avec la psychologisation de Vladimir Poutine, comme à l'époque on avait fait la même chose avec le tsar Nicolas Ier, etc. Donc bref, c'est absolument dingue du côté anglais. Et donc c'est pour ça qu'ils sont toujours probablement dans les mauvais coups de cette nature. Et les Russes ne s'y trompent pas, puisque on apprend que ce matin, hein, j'ai eu le temps de voir ça avant de démarrer l'enregistrement, il y a 6 diplomates, entre guillemets, britanniques qui ont été expulsés de Russie. Hein, ils ont été convoqués et expulsés parce que on est bien convaincu à Moscou qu'il s'agit d'agents britanniques, hein, du MI6, et qu'on leur a indiqué la porte de sortie parce que ça commençait à bien faire de les voir sur le territoire de la Fédération de Russie. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, de temps en temps on fait une petite piqûre de rappel sur la responsabilité des Britanniques dans ce conflit. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur tout ce qui se passe en périphérie. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé en périphérie ces 72 dernières heures. Et maintenant on va parler du front de Koursk, hein, puisque là les Russes, comme d'habitude, je ne cesse de le dire depuis plusieurs semaines, ne cessent de nous surprendre par leurs initiatives. Eh bien, ils ont décidé que l'heure était venue de lancer une contre-attaque. Alors je vais plutôt employer le mot contre-attaque que le mot contre-offensive, parce que on reste quand même sur quelque chose de réduit en termes, semble-t-il, de moyens engagés, mais tout de même. Et donc ils ont choisi d'attaquer le flanc occidental du saillant formé par l'armée ukrainienne en territoire russe dans l'oblast de Koursk, depuis le secteur notamment de Korenevo, depuis le secteur de Glushkovo. Et ils ont réussi à reprendre, donc selon les différentes estimations en OSINT hein, qu'on peut avoir, entre 100 125 km² qui ont été récupérés. Ils ont fait des prisonniers. On a constaté au cours de cette opération que les lignes ukrainiennes, et c'est pour ça probablement que les Russes ont attaqué dans ce secteur, les lignes tenues par les Ukrainiens étaient quasiment pas fortifiées, malgré ce qu'on nous avait annoncé de l'engagement de quasiment tout le matériel de génie de combat par l'armée ukrainienne. Eh bien, cette partie du flanc semblait, quand on a vu notamment les images du côté, je crois c'est du village de Snagost, l'assaut dont on a mis les vidéos, enfin la vidéo sur Patreon, vous voyez la colonne de blindés russes qui rentrent comme dans du beurre dans les défenses autour du village, parce qu'il n'y a quasiment pas de point d'appui défensif, de retranchement, de fortification quelconque. Il y a, semble-t-il, pas de mine non plus, même si on voit à un moment donné la colonne russe quitter la route pour passer à travers champs. Voilà, donc c'est pour ça. Je pense aussi que, vous le voyez sur la carte, hein, dans la partie orientale du saillant, on a la ville de Soudja qui, elle, représente un nœud défensif
en tant que tel, hein. On sait bien que se battre en ville, c'est très compliqué, même si, comme je le rappelle depuis un moment, les Russes, avec les FAP 3000, les bombes guidées de 3 tonnes, peuvent écraser facilement les bâtiments, c'est quand même de toute façon plus compliqué ensuite de s'engager dans ce genre d'endroit de vive force sur un début d'assaut. Il vaut mieux faire ça en race campagne, et on a vu les effets que ça a eu. Donc, des villages reconquis, vraisemblablement au moins 10, des prisonniers, et puis une avance qui se poursuit. Alors, c'est bien sûr, comme d'habitude, des gains tactiques, hein, on est sur quelques kilomètres, il n'y a pas eu d'un seul coup une chevauchée qui a permis de résorber tout le saillant. Hier, les Ukrainiens, comme vous pouvez le voir sur la carte, ont lancé des assauts au sud du secteur donc de Glushkovo pour essayer de prendre le dispositif d'attaque russe sur son flanc droit. Maintenant, ces attaques, à part avoir, comme vous le voyez, hein, il y a une petite flèche qui a réussi à faire une petite percée de quelques kilomètres dans le dispositif, ça n'a pas arrêté l'attaque russe vers l'est. Il faut bien le noter. Alors peut-être que dans la journée, vous le suivrez sur Veille Stratégique, ça peut changer, mais là, pour le moment, ça n'a pas stoppé l'assaut russe. Et on voit que les Ukrainiens ont été obligés de se replier dans certains secteurs pour pas être encerclés. Même si on voit des contre-attaques locales être menées pour essayer de repousser l'assaut russe. Donc, une fois encore, les Russes ont fait de l'attrition pendant un mois, hein, 6 août, 6 septembre. Une fois que cette attrition a porté ses fruits, hein, une fois que l'effectif ukrainien a été déjà en plus ferré sur place, puisqu'on n'a pas arrêté de vous le dire, des réserves ont été sans arrêt injectées dans ce saillant pour malheureusement un résultat nul, puisqu'elles se sont fait broyer sous les feux de l'artillerie et de l'aviation russe, et ben les Russes ont considéré que là la situation leur était à nouveau favorable tactiquement. Ils ont lancé une contre-attaque et ils ont regagné du terrain, et je pense qu'ils vont poser de grandes difficultés dans les jours qui viennent à l'armée ukrainienne, parce que si elle reste accrochée à la partie centrale et au secteur de Soudja sur le flanc oriental, on risque il y a un risque d'encerclement, faut le dire, voilà, c'est tout. Et que les contre-attaques qui sont menées pour le moment sur le flanc droit russe, depuis l'autre côté de la frontière, n'ont pas, là encore, stoppé l'initiative russe et la volonté des Russes de poursuivre plein Est. Voilà, donc on va suivre ça avec énormément d'attention dans les jours et même dans les heures qui viennent sur Veille Stratégique. Alors pendant ce temps-là, bien évidemment, les Russes sont pas inactifs ailleurs, hein, ils continuent comme ils le font depuis le début, je dirais presque de l'année, depuis le mois de février qu'ils ont lancé l'ultime assaut sur Avdivka. On voit que dans le secteur donc de Kupiansk-Svatove, on a une nouvelle recrudescence d'attaques à l'échelle locale de la part de l'armée russe un petit peu partout sur ce front, où, je vous le rappelle, l'objectif, hein, on a essayé d'agrandir un peu la carte, est de couper en deux, au sud de Kivcharivka, de couper en deux la tête de pont ukrainienne pour contraindre surtout ceux qui vont se retrouver au sud, à se replier. Là, vous pouvez le voir clairement sur la carte, il n'y a que 2 ponts pour franchir l'Oskol dans ce secteur. Hein. L'Oskol, grâce à des systèmes de barrage, est assez large dans cette zone-là, et donc vous n'avez que 2 ponts qui sont sans arrêt sous les feux de l'artillerie ou de l'aviation russe et qui sont détruits et reconstruits par des pontons en permanence, hein, ou des ponts du génie. Et donc, il faut à tout prix couper en deux cette tête de pont pour que la partie qui se trouve au sud soit contrainte de se replier ou de se retrouver complètement encerclée. Voilà. C'est là le gros problème de l'armée ukrainienne aujourd'hui dans cette zone, et les Russes donc continuent d'avancer. Alors ensuite, donc ça fixe bien sûr des réserves ukrainiennes, hein, vous vous en doutez bien. Donc ensuite on a, alors j'ai pas mis la carte, on a encore des opérations de sécurisation, de nettoyage qui se déroulent autour de Toretsk, et notamment autour de la zone industrielle dont on a parlé à New York, qui resterait le dernier point dans lequel
Donc c'est la 12e brigade Azov qui a des éléments qui sont encerclés et qui tiennent toujours, semble-t-il, dans cette zone industrielle. Mais c'est le seul endroit où il y a vraiment eu des combats relativement intéressants depuis 72 heures. Maintenant, ce qui est important, c'est le secteur, comme d'habitude, central de Pokrovsk, hein, même si celui de Soumy-Koursk était important en raison de la redynamisation du front avec la contre-attaque russe. Le secteur de Pokrovsk concentre toutes nos attentions parce que, alors, les Russes sont quasiment arrivés à investir Ukrainsk, hein, que vous pouvez voir sur la partie sud, au sud de Selidové, hein, sur la partie sud du saillant qui est formé depuis un moment vers l'ouest. Les combats donc se poursuivent à la fois en direction d'Ukrainsk vers l'ouest, mais bien évidemment en direction du sud pour enfermer les Ukrainiens qui sont toujours, on a appris ça, dans le saillant, hein, qui est là au sud de cette zone, hein, donc entre Ukrainsk, Irnik, Kurakhivka, vous avez, on pensait que la ligne défensive russe qui était là servirait de ligne de recueil des unités qui sont à l'est dans ce saillant et qui risquent d'être encerclés à tout moment. Eh bien, même si on a constaté un repli d'une partie des forces ukrainiennes, d'autres ont reçu pour mission de s'y accrocher coûte que coûte. Alors peut-être, ça c'est les informations jusqu'à hier soir, hein, peut-être que dans la journée ça va changer, et que comme je l'ai mis avec cette flèche pointillée bleue qui va vers l'ouest, les dernières unités ukrainiennes vont finir par se replier, mais pour ralentir l'avancée russe, on a décidé de sacrifier encore du monde en leur faisant courir le risque d'être pris dans cet étau. Vous voyez qu'il y a des attaques qui viennent du sud, mais qu'il y a aussi des attaques qui viennent donc depuis Krasnohorivka, et qu'à tout moment, ces gens-là peuvent se retrouver encerclés. Alors, ils seraient moins nombreux que les éléments des 4 brigades dont on a parlé il y a 15 jours, puisque, on le sait, certains ont réussi à être extraits de cette zone, mais la menace pèse sur encore une partie de cet effectif, ce qui est complètement fou, vu que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et que les contre-attaques locales qui ont été menées par l'armée ukrainienne pour desserrer la mâchoire ont probablement permis à une partie de cet effectif de se replier, mais qu'elles n'ont pas permis de regagner du terrain, et que du coup les Russes continuent d'avancer. Voilà. Alors, ce qui est surprenant, vous voyez que les Russes donc ont décidé de contourner par le sud, hein, la zone la petite zone de réservoir qui se trouve donc, vous voyez Kurakhivka là sur la carte. C'est le réservoir qui se trouve donc à gauche, à l'est de cette zone. Les Russes ont décidé de le border et d'attaquer entre ce petit réservoir et la grande zone qui se trouve donc le grand réservoir, hein, qu'on voit au nord de Kourakové. Donc là, les Russes sont également à l'assaut et risquent de se replier, enfin, on le voit sur l'axe des flèches, hein, de remonter vers le nord-ouest pour s'emparer de Kurakhivka et en même temps donc de fermer la partie sud de la mâchoire par rapport à leurs camarades qui descendent d'Ukrainsk. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, parce qu'on vous a dit pendant un moment que l'objectif c'était l'attrition de l'armée ukrainienne, donc fermer la mâchoire dans ce secteur, on constate que les combats se poursuivent plein ouest à Selidové et aussi en direction de Pokrovsk depuis Novorodivka. Hein, on voit également que là, les combats se poursuivent. Ce front-là, c'est pas rallumé, mais les combats, les attaques russes se sont renouvelées dans cette zone. Voilà ce qu'on peut dire sur Pokrovsk, donc à surveiller comme le lait sur le feu, parce que ça reste toujours le point d'effort principal de l'armée russe. Je le rappelle, pour moi, ce qui se passe à Koursk est une contre-attaque, hein, pas une contre-offensive, même si ces effets risque de vider le saillant ukrainien à terme. Pour le moment, le point d'attaque principal, le point d'effort principal russe, c'est Pokrovsk. Et donc on a toujours des informations sur le fait que dans le secteur d'Ougledar, les combats se poursuivent. Hein, vous pouvez le voir donc sur la carte. On a d'un côté donc au nord et à l'est des attaques russes depuis Konstantinivka, des attaques russes depuis Vodiane plein nord pour
enfermer ou en tout cas forcer les Ukrainiens qui se trouvent dans cette zone à se replier, ce qui va probablement aboutir à la chute de Katerinivka. Hein, on voit bien que là, les Russes sont à la manœuvre et qu'en plus, ils sont sur des zones où ils dominent les hauteurs, donc ça va être probablement assez facile d'atteindre et de prendre ce village. On voit que les assauts depuis la mine, hein, ça c'est la flèche, la seconde flèche que vous pouvez voir sur ce secteur du front qui va plein ouest, les combats depuis la mine pour essayer d'attaquer Ougledar par le nord. Là encore, les Russes profitent du fait d'avoir pris la mine et notamment, on l'a dit, le terril qui domine, qui permet d'avoir une vue sur tout le secteur. Les combats se poursuivent. Et puis, depuis le secteur de Prechistivka, on voit que là, les Russes ont décidé non pas d'attaquer plein nord, mais poursuivent en direction de l'ouest pour attaquer Zolotaniva. On sait qu'il y a des combats aux abords de ce village depuis quelques jours, et donc on va voir comment tout ça va se développer. Pour moi, c'est un axe d'effort secondaire qui permet de fixer des forces ukrainiennes et d'éviter de leur redéploiement dans le secteur donc de Pokrovsk-Orechetine, et qui va permettre aux Russes, par l'effet cumulatif de l'attrition, de poursuivre leur avance. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le front militaire en Ukraine. On voit que l'actualité est extrêmement chargée sur ce sujet, mais ça ne va pas nous empêcher, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, d'évoquer ce qui se passe donc au Proche-Orient. On va commencer bien évidemment par la bande de Gaza. Donc dans la bande de Gaza, les opérations militaires israéliennes se poursuivent, notamment avec des bombardements et frappes d'artillerie, bombardements aériens dans la partie nord de la bande de Gaza, mais aussi sur et principalement autour de Gaza City, ainsi que sur la ville de Jabalia. Comme d'habitude, on a des dizaines de morts, des dizaines de blessés parmi la population civile. Benjamin Netanyahou nous annonce que le Hamas n'existe plus en tant que force combattante. Ah bon ? D'accord, donc ça veut dire qu'on peut faire la paix, ou qu'on peut au moins avoir un cessez-le-feu. Comme ça, on libère les otages et puis on arrête cette situation humanitaire absolument catastrophique. Hein, moi, j'ai vu passer ça, je me dis, bon, bah ça y est, c'est fini. Ils ont obtenu enfin l'effet final recherché au niveau militaire par rapport aux objectifs qu'ils ont donnés, c'est-à-dire l'éradication du Hamas. On nous dit, voilà, c'est fini, le Hamas n'existe plus. Bon, bah alors on en termine. Je pense que malheureusement, on n'en est toujours pas là. Dans le sud de la bande de Gaza, les Israéliens mènent des travaux de minage pour détruire les infrastructures souterraines du Hamas sur le territoire de ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, qui est donc le long de la frontière avec l'Égypte. Donc là, on a vraisemblablement, parce que ça existe depuis des années, des souterrains qui doivent passer sous la frontière et qui permettent la communication vers le monde extérieur pour les groupes armés palestiniens et pour le Hamas en particulier. Donc là, on voit que on est dans la destruction des galeries, des souterrains, etc. Mais on nous signale qu'il y a en permanence des embuscades qui sont tendues par les militants palestiniens. Alors, il faudrait savoir ce que dit M. Netanyahou, si, comme je l'imagine, c'est un menteur patenté, ou si la réalité sur le terrain ne lui est pas communiquée correctement, ce dont je doute. Voilà, donc on peut le voir notamment sur Telegram, il y a des images encore qui circulent, parce que notamment les brigades d'Al-Aqsa du Hamas publient souvent des vidéos, alors il y a un petit délai, mais publient toujours des vidéos d'embuscades qui sont tendues à Tsahal par les militants palestiniens. Donc le Hamas n'est pas détruit. Et il n'est pas neutralisé. Et donc la politique folle de compter les morts et de se dire au bout de tant de morts, on estimera que le Hamas est détruit, c'est comme au Vietnam avec le body count. Je vous renvoie toujours à cette analyse de Moshe Dayan que j'ai remise en avant dans un papier pour le Diplomate Média et qui est toujours disponible, c'est en lien dans les descriptions des vidéos. On voit bien que ça ne mène nulle part. Je lisais ce matin que même
des analystes occidentaux s'alarment de la stratégie militaire israélienne, notamment parce que ses moyens sont aussi en tension en Cisjordanie et à la frontière avec le Liban, et qu'on ne voit pas comment Israël va s'en sortir en menant ce type de guerre de cette manière-là pour encore combien de temps de plus. Ça va faire 1 an que ça dure. 1 an. Hein, et on nous dit, alors le Hamas est détruit, pas détruit, il y a encore des embuscades, pas des embuscades, enfin c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et je signale que les manifestations contre Netanyahou se poursuivent, hein, bien évidemment, un peu partout, enfin surtout à Tel Aviv, pour réclamer le cessez-le-feu, la libération des otages et l'arrêt de la guerre. Hein, voilà. Les gens réclament le cessez-le-feu. Et pas simplement en se disant, une fois qu'on a rendu les otages, c'est bon, vous pouvez recommencer à taper. Les gens réclament le cessez-le-feu. Voilà. Donc on a, comme je l'ai dit 20 fois, 100 fois, et je répéterai encore, on a encore des opérations des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie, des opérations illégales sur un territoire que les Israéliens n'ont aucun droit d'occuper, ni dans lequel ils ont droit de faire la police, hein, il faut le rappeler. Il y a environ donc 40 Palestiniens qui ont été arrêtés hier. Au total, on est maintenant à plus de 10 000 personnes, hein, depuis le 7 octobre, on a plus de 10 000 Palestiniens qui ont été arrêtés et qui sont détenus en toute illégalité par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie. Je le rappelle, la Cisjordanie, depuis les résolutions de l'ONU après la guerre des 6 jours, Israël n'a rien à faire en Cisjordanie, Israël n'a rien à faire à Gaza, hein, c'est des territoires sur lesquels elle n'a aucune autorité légitime. Voilà. Et on a malheureusement assisté, c'est Charles Anderlin qui publie souvent ça sur son compte X, on a assisté encore à des attaques de colons israéliens contre des paysans palestiniens qui sont tranquillement dans leurs champs, tranquillement chez eux, dans leur maison, sur leur terre, et qui sont attaqués par des colons israéliens qui viennent piller, tuer de manière... mais en toute impunité, les forces constabulaires là israéliennes, on ne sait pas où elles sont, hein, elles arrêtent des gens de manière illégale, mais là pour protéger des gens qui sont chez eux sur leur terre en toute légalité, là elle est nulle part. Hein, voilà. Donc on sait bien pourquoi, puisque tous les ministres à des postes régaliens comme le ministère de l'Intérieur, etc., ou le ministre des colonies c'est des ministres qui sont tous kahanistes et qui sont tous en faveur de faire en Cisjordanie ce qui se passe à Gaza. Je le rappelle, sur Veille stratégique, depuis l'été 2023, nous avons alerté, repartagé des informations sur ce qui se passait en Cisjordanie d'abord. Hein, et la façon dont les colons, avec le soutien tacite des forces israéliennes, s'en prenaient à la population, qui finissait bien légitimement par répliquer. Voilà. Alors le dernier point, c'est comme d'habitude la frontière avec le Liban. On voit toujours des frappes être menées par le Hezbollah sur le nord d'Israël. Hein. On a vu à la fois des destructions sur les quartiers résidentiels qui sont, Dieu merci, globalement vides. Hein. Ils ont été évacués depuis un moment pour toutes les communautés, tous les villages du nord d'Israël, de toutes les petites villes, mais on voit que ça crée quand même des destructions. Il y a des infrastructures de l'armée israélienne qui sont également visées, et puis, bien évidemment, comme d'habitude, on a la réplique israélienne qui se fait ils essayent de cibler les différents lanceurs du Hezbollah et de les détruire pour mettre un terme à ce genre d'attaque. Voilà, chers amis, ce long bulletin du vendredi pour faire le point sur la situation internationale de manière la plus exhaustive possible. Et donc, avant de nous quitter, j'aurais une pensée, même si nous sommes dans le journalisme de géopolitique ici, mais je voudrais saluer la mémoire de Didier Roustan, cet immense journaliste sportif qui toute sa vie a su et a voulu rester un homme indépendant, un homme droit, un homme intègre, pour nous faire partager,
nous sommes des millions, cette passion commune liée à l'enfance du football. Didier Roustan a toujours voulu nous faire comprendre que le football était en train, comme notre monde, de traverser de graves crises et qu'il s'effaçait peu à peu sous nos yeux d'enfants devenus des hommes. Et donc, pour sa droiture, pour son intégrité, et puis pour sa passion et son amour quasiment poétique du football, mais aussi parce que ça a aussi marqué ma vie du football américain. Il avait fait un magnifique reportage à la fin des années 80, début 90 sur Joe Montana, qui a influencé beaucoup de gens en France pour démarrer leur carrière de joueur de football américain. Eh bien, je voulais saluer sa mémoire directement face caméra. Adieu Didier.